6 mois, mais ces régimes-là, le régime marocain ou le régime algérien, ils sont très rodés en matière de répression, donc ils ont encerclé ce régime-là et la révolte a duré 6 mois, de janvier jusqu'à juillet 2008, mais elle n'a pas dépassé cette région. Et donc la deuxième révolte de 2010-2011, donc son point fort, c'est qu'elle a pu dépasser, mais après un certain moment, ils ont tenu bon les lois de Sénégal, ça a dépassé. Donc je vais revenir après sur les slogans, etc. Là, j'ai vu que c'est une révolte de pauvres, et il y a une participation des citoyens de toutes les catégories, pratiquement des pauvres, des couches moyennes, et avec l'aide de beaucoup de syndicalistes de gauche, mais en tant qu'individu ou en tant que syndicaliste, ce n'était pas en tant que parti. Et les locaux de l'UGTT du syndicat étaient le point de départ des rassemblements, et c'était le lieu aussi où les gens viennent pour faire un compte rendu, pour faire un bilan, etc. Donc c'était très important, et la diffusion de l'information était faite par ces syndicalistes, c'était syndicalistes des cadres intermédiaires, des cadres de base ou intermédiaires. Je ne parle pas de la direction. Et donc c'est comme ça que l'information a été diffusée. Mais l'histoire qu'on a racontée ici, oui, c'est grâce à Facebook, etc., c'est bidon. Je peux vous donner des chiffres. En Tunisie, les utilisateurs de l'informatique en 2010 étaient 33% de la population. Ceux qui ont des ordinateurs chez eux et les utilisent quotidiennement ne sont que 10%. Donc, c'est complètement évident. Bon, maintenant, on peut envoyer par les portables, etc. Mais c'est une révolte populaire avec des slogans populaires. Le travail, la dignité et la liberté. Et donc, le taux de chômage dans ces régions où la révolte s'est déclenchée est très important. Le taux de pauvreté, le taux de chômage, le taux de lettrisme et les indicateurs de santé la pauvreté, c'est 300%, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Et pareil pour le chômage, la pauvreté, etc. Donc vous avez une idée un peu de ce... L'État délaisse complètement ces régions. Donc les revendications démocratiques, entre guillemets, ne sont apparues qu'à partir de fin décembre, du 27 décembre exactement. La révolte s'est déclenchée le 17 décembre, et le 27 décembre 2010, il y a eu, quand Assidi Bouzid, Gabsa, Kasserine, etc. ont tenu bon, donc il y a eu des manifestations d'avocats de la Ligue des droits de l'homme et certains partis de centre-gauche. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les revendications dites démocratiques. Élections libres, etc. Et le mot d'ordre de dégage est apparu juste un peu plus tard. Parce que le centre de gravité, si on peut dire, s'est déplacé des régions pauvres vers la capitale, où il y a plus de petites bourgeoiries, les couches supérieures de la petite bourgeoisie, et ce sont des couches qui sont réprimées. Il y a une oppression, mais ils ne vivent pas, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la pauvreté, c'est une autre catégorie. Et donc, d'où les slogans ont changé aussi. Et dégage en soi, c'est un ras-le-bol, mais et après. C'est ça le problème numéro 1 qu'on vit actuellement, c'est qu'on n'a pas parlé de l'après. On n'a pas poussé à l'après Ben Ali. Et donc, la direction de l'UGTT aussi n'a réagi qu'à partir du 27 décembre, et ils ont envoyé quelqu'un qui était à l'extrême gauche il y a très longtemps, et donc c'est lui qu'ils mettent en avant, parce que de toute façon, pour eux, si on le grille, c'est pas grave. Et donc c'est lui qui est sorti sur le balcon de l'UGTT, enfin les Tunisiens qui connaissent la place, Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est le fondateur du premier syndicat en Tunisie en 1924. Et donc,
la direction de l'UGTT n'a réagi que tardivement, alors que j'ai dit tout à l'heure que les cadres syndicaux et les syndicalistes de base étaient très très impliqués dans ce mouvement. Pour dire qu'il y a aussi c'est une révolte de pauvres, le caractère de classe de cette révolte, personnellement je ne dis pas révolution, mais je n'en fais pas une question de principe. Hein. C'est un processus révolutionnaire. Et donc, le jour où l'UGTT, sous la pression, l'UGTT c'est l'Union Générale Tunisienne du Travail, hein, c'est le syndicat ouvrier de Tunisie. Le jour où le syndicat a décidé de bouger, donc c'était 3 jours avant le départ de Ben Ali. C'était des grèves générales régionales. Et à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là que et l'impérialisme, et l'armée, et la bourgeoisie plus ou moins opprimée par Ben Ali, parce qu'il y a une partie qui se plaint de Ben Ali, parce qu'il n'arrive pas à investir, cette bourgeoisie mafieuse ne respecte pas les règles de « je veux investir, mais je ne peux pas », parce qu'on me dit « tu payes une taxe supplémentaire ». Bon. Ils ont commencé à chercher une solution, parce que les ouvriers commencent à bouger. Tout le peuple était mécontent. Ah oui, 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 il y a des gens qui ont profité quand même. Tant que les régimes arrivent à distribuer des miettes, ils sont plus ou moins tranquilles. Le jour où ils n'arrivent plus, et donc c'est comme ça que les couches moyennes, on dit que les couches moyennes se révoltent lorsqu'ils n'ont plus rien. Et donc c'est ça, entre autres, qui fait basculer la... Et donc, le jour où l'UGTT a commencé à faire des grèves régionales, ce n'est pas une grève nationale, ce sont des grèves régionales, ça a un peu plus bougé et c'était le début de la fin. C'est juste pour montrer un peu les couches qui se révoltent et qui... C'est celui qui arrête la production, c'est lui qui est maître de la situation. Je peux arrêter la production. Donc, je te prive de ton profit pendant une journée ou 2 journées ou 3 jours. Là, c'est vraiment... S'il peut réprimer, il réprime. S'il n'arrive plus à réprimer, il cherche une solution. Et c'est comme ça qu'on négocie dans un rapport de force favorable. Donc, pour revenir à ce caractère de classe, il y a un maillon faible qui était la question de l'impérialisme. Il y a un pouvoir en place, le flic, on le voit. C'est l'oppresseur. Le pouvoir, on le voit. Il y a un truc caché dans les coulisses qui est l'impérialisme européen ou US. Et un des points faibles de la gauche aussi, c'était ne pas faire le lien entre le pouvoir en place et l'impérialisme, pour parler de l'avenir. Aucun régime, l'histoire des élections, la gauche a demandé des élections. Ils ont eu des élections. Mais les élections, Lénine l'a dit il y a très longtemps, mais c'est celui qui a l'argent, qui peut diffuser ses idées, qui peut avoir un journal, qui peut avoir accès aux médias, mais c'est lui qui gagne. C'est lui qui a créé la règle du jeu. Tu ne vas pas venir aujourd'hui, tu lui prends le pouvoir, alors c'est lui-même qui a fondé cette... Donc, il y a eu des élections, et c'est celui qui a le plus d'argent, qui est le plus organisé, qui a gagné les élections, et qui est le plus démagogue aussi. Et donc, d'où le détournement. Le débat a eu lieu à l'époque, c'est un détournement complet, et c'est devenu les croyants contre les mécréants. Et la gauche est tombée là-dedans. On n'a pas eu le temps, les gens n'ont pas eu le temps de discuter des vrais problèmes de la population. Pourquoi les gens se sont révoltés? Ils sont révoltés. Le travail, la liberté et la dignité. Et donc, c'est une de nos premières défaites, c'était ça. Il y avait le front du 14 janvier qui s'est constitué, c'est un front de gauche, qui avait ses revendications claires, et le jour où on a dit qu'il va y avoir des élections, c'était terminé, c'était ce jour-là que le front du 14 janvier, nous on l'a continué à Paris, mais bon, nous